à tous, je m'appelle Elliot, voici Nicolas, Aurélien et Corentin, nous sommes en seconde au lycée Potier. Notre doctorante est Sandra Kumar et sa directrice de thèse est Viviana Lago. Alors notre thèse portera sur les rentrées atmosphériques, comme les rentrées atmosphériques naturelles et les rentrées atmosphériques artificielles, comme les capsules Apollo. Alors, lorsqu'un objet rentre dans l'atmosphère à grande vitesse, il y a beaucoup de frottement et il brûle. On a donc cherché à savoir pourquoi il brûlait lors d'une rentrée atmosphérique. Lorsqu'un objet est à vitesse normale, les ondes sonores qu'il crée déplacent les molécules, il y a donc moins de frottement. Mais dans le cas d'un objet supersonique, il se déplace plus vite que les ondes qu'il crée, il y a donc beaucoup de frottement. Dans le cas d'une rentrée atmosphérique artificielle, il faut protéger le matériel et les astronautes de cette chaleur. On a donc besoin d'un bouclier thermique épais. Mais ce bouclier thermique est lourd. Il coûte donc cher à envoyer dans l'espace, jusqu'à 100 millions d'euros qui ne servent qu'à être brûlés. On cherche donc à faire des économies. Donc, le but de la thèse est donc de ralentir l'objet avec un actionneur plasma avant qu'il n'atteigne les couches denses de l'atmosphère et ne brûle par frottement. Donc un actionneur plasma, ça marche un peu de cette manière. C'est de l'énergie qui ionise un gaz neutre, il devient donc du plasma. Les trois autres mots-clés de cette thèse sont le plasma. Le plasma, c'est le quatrième état de la matière, c'est un gaz ionisé. Ensuite, supersonique. Lorsqu'un objet est supersonique, c'est qu'il se déplace plus vite que les ondes sonores qu'il crée. Et enfin, rarifié. Les couches rarifiées de l'atmosphère sont les couches peu denses de l'atmosphère. La majorité des expérimentations auront lieu sur la soufflerie Marie pour Mach adaptable rarifié hypersonique. On voit ici... non, c'est pas ça. On voit ici le groupe de pompage et à droite la soufflerie avec l'arrivée d'air et la sortie d'air. Cette soufflerie correspond au sujet de notre thèse car elle peut descendre à des pressions de 2 pascal, en sachant que la pression atmosphérique terrestre est de 10 puissance 5 pascal. Elle peut aller de Mach 0,8, soit un avion de ligne, à Mach 24, soit un missile. Elle couvre ainsi des altitudes de 50 km à 140 km. Donc pendant cette année, on s'est intéressé à un projet qui était de savoir si l'homme pouvait survivre à la pression atmosphérique de Mars. Donc on a commencé d'abord par s'intéresser plus généralement à la notion d'atmosphère et de pression. Donc l'atmosphère, c'est l'enveloppe de gaz qui entoure la Terre, comme ici. Donc elle est constituée principalement d'O2 et de N2. Et la pression, c'est la force qu'exerce l'air autour de nous et qui s'explique par les chocs qu'il y a entre les molécules chaque seconde. Cependant, plus on monte dans l'atmosphère et moins il y a de molécules, donc plus la pression diminue. Et la couche raréfiée de l'atmosphère est une couche où il n'y a pas suffisamment de molécules, donc les frottements sont très faibles et les objets ne peuvent donc pas s'enflammer dans cette partie-là. Donc on a commencé par réaliser des expériences très simples pour mieux comprendre ce que c'est que l'atmosphère. Donc là, on a rempli un verre d'eau sur lequel on a placé une plaque de carton avant de le retourner, comme ici. Donc on observe que la plaque de carton ne tombe pas sur le sol, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce qui signifie que la force de l'air qui est exercée en dessous de la plaque de carton arrive à compenser la force qu'exerce l'eau sur celle-ci. Et donc cette force-là, c'est la pression atmosphérique. Donc grâce à la formule P égale M fois G, on a pu calculer que l'air supportait une force de 8,27 newtons. Et donc on s'est demandé juste après quelle était la force maximale que pourrait supporter l'air, que la plaque de carton pourrait supporter, du coup. Donc, grâce à d'autres formules, on a pu déduire que l'air pouvait retenir toute l'eau d'un verre qui ferait 10 mètres de hauteur, donc ce qui correspond à peu près à 60 kg d'eau, donc ce qui est vraiment énorme. Donc ensuite, on a réalisé une seconde expérience qui est aussi simple, c'est qu'on a placé une allumette enflammée à l'intérieur d'une bouteille avant de placer un œuf épluché sur le goulot. Donc on observe que l'œuf est peu à peu attiré à l'intérieur de la bouteille, jusqu'à rentrer complètement à l'intérieur.
Donc cela montre qu'il y a une différence de pression et que la pression à l'intérieur de la bouteille est plus faible que la pression à l'extérieur. On sait également que la température à l'intérieur de la bouteille varie à cause de l'allumette enflammée. Et donc il existe une relation qui met tous ces facteurs qui met en relation justement tous ces paramètres. Donc c'est P fois V égale N fois KB fois T. Donc c'est un peu compliqué, mais en gros, P représente la pression, V le volume, N c'est le nombre d'atomes, KB est une constante, et T représente la température. Et donc dans notre cas, on sait que la pression, enfin N et KB plutôt restent constants puisque le nombre d'atomes ne change pas à l'intérieur de la bouteille. La pression diminue puisque justement on voit que l'œuf est aspiré à l'intérieur de la bouteille. La température augmente à cause de l'allumette à l'intérieur de la bouteille. Et donc pour que l'égalité reste vraie et compensée, il faut que le volume du gaz situé à l'intérieur de la bouteille se dilate, ce qui semble plutôt logique puisqu'on sait que lorsqu'on chauffe un gaz, il va se dilater. Suite à ces expériences, on a ensuite voulu démontrer une autre chose de la pression. On a voulu démontrer l'effet de la pression sur l'homme. Et pour cela, on avait deux exemples qui sont connus de tout le monde, qui sont représentés par la planète Terre et Mars. La planète Terre, parce que c'est une pression à laquelle on est habitué, 1 bar, et Mars, du fait qu'elle est plus petite en taille et qu'elle a perdu son énergie, elle est une pression qui est à 600 pascal. Le but de cette expérience était de savoir l'effet de la pression sur l'homme, et donc on a voulu représenter l'environnement de Mars. Pour cela, on a utilisé un caisson sous vide qu'on a branché à une soufflerie pour diminuer la pression et un baromètre pour mesurer la pression à l'intérieur. On a commencé par faire l'expérience avec un gant à latex pour représenter l'humain. L'observation qu'on a faite, c'est que plus la pression baissait, plus le gant augmentait de volume. Donc la première conclusion qu'on pourrait avoir, ce serait que si l'homme allait sur Mars, il exploserait tout simplement. Et donc, cependant, on a vu que le gant à latex, ça ne représente pas si bien que ça l'humain, du fait parce que la peau humaine est beaucoup moins et plus rigide que le latex. Donc, du coup, on a voulu refaire l'expérience avec un objet plus rigide. Et pour cela, on avait un truc qui correspondait. C'est une figurine qui est faite de plastique. Et donc, cette fois, quand on a tenté l'expérience avec la figurine, on a remarqué que plus la pression baissait, et rien ne changeait en fait, ni la pression, ni le volume de la ni le volume de la figurine n'augmentait ni diminuait. Et ce qui explique ça, c'est que contrairement au gant latex, la résistance de l'enveloppe est beaucoup plus solide que pour comparer avec la pression interne et la pression extérieure. Et c'est ça qui explique que la figurine n'a ni augmenté ni diminué de volume. Donc on a rempli un tableau avec les valeurs qu'on a mesurées dans notre caisson. Donc comme l'a dit à l'instant Aurélien, donc pour la figurine, elle n'a pas gonflé du tout, contrairement au gant qui lui a gonflé continuellement, et jusqu'à atteindre une pression minimale de 0,119 bar. Mais cependant, comme notre caisson n'était pas assez hermétique, on n'a pas pu descendre à 100 pression pour représenter la pression martienne. On a réussi à descendre jusqu'à 11 900 pascal, et la pression martienne est encore plus faible, environ 600 pascal. Donc on a conclu qu'un homme pourrait peut-être aller sur Mars en y allant par palier comme en plongée, ou en s'équipant d'une combinaison pressurisée. Donc durant les séances en laboratoire, notre travail était celui d'un chercheur. Donc premièrement, on a effectué une bibliographie. Donc on a lu les articles afin de mieux comprendre notre problématique. On a formulé des hypothèses sur ce que deviendrait un homme sur Mars. On a configuré et mis en place des hypothèses. Donc on a analysé les résultats, donc c'est le post-traitement. Et on a fait une publication, donc la création d'un poster que Elliot vous montre maintenant. Voilà, vous pouvez voir de loin. Donc le projet à venir, c'est le lifter. Donc qu'est-ce que c'est concrètement le lifter ? C'est un moyen de propulsion plasma qui permettrait d'amener l'homme sur Mars. Donc là, c'est une maquette que Nicolas vous montre. Voilà. Donc c'est une structure en aluminium surmontée d'un fil de cuivre polarisé à 20 kV. Et donc à partir de cela, on ionise l'air, donc on crée un plasma. Et le lifter, justement, se met à voler, comme vous pouvez le voir sur la photo d'en haut à droite. Voilà.
Merci. Voilà. Merci pour cette présentation futuriste, encore futuriste. Effectivement, j'avais du mal à faire le lien avec le plasma et tout ce que vous avez présenté avant sur la pression sur Mars et tout. En fait, vos études sur le plasma, c'était pour faire un moyen de transport. C'est pas pour protéger l'homme de la pression. Non, pas exactement. En fait, le moyen de transport du lifter, il montre que le plasma permet de créer une force qui va faire voler ce lifter. Et nous, on veut servir de cette même force pour ralentir l'objet qui va rentrer dans la pression dans l'atmosphère avant qu'il ne dépasse les couches raréfiées pour justement éviter de brûler trop de boucliers thermiques. Patrick, avoue, Patrick, ça t'embouche un coin quand même. Non, c'est vrai que j'ai décroché parce que je ne voyais plus le lien entre la pression et le début de l'exposé. Donc, ok, tant pis pour moi. Bravo. J'ai pas de questions, c'est parfait, quasiment, parce que la dernière question qu'il posait, là, j'allais la poser, c'est-à-dire que c'est intéressant chaque pas, du coup j'ai oublié l'original, et merci de nous rappeler l'original, c'est le fait d'essayer de diminuer, si j'ai bien compris, les frottements, la chaleur dans la descente. C'est celle-là, c'est ça l'objet de la thèse? Oui, je ne sais pas si il marche, il fonctionne. Non, c'est bon, c'est ouvert. Là, on m'entend? Non, on m'entend pas. Si. D'accord. Donc, oui, en fait, le but, ce serait d'essayer de le ralentir, justement. En fait, pour qu'après, effectivement, il frotte moins, comme l'a très bien expliqué Nicolas. C'était toi, Nicolas, qui parlait de ça? Non, c'était Elliot, pardon. Donc, comme il a expliqué au début, le but, ce serait effectivement d'utiliser un actionneur plasma pour ralentir un objet spatial et éviter, justement, des frottements... diminuer les frottements, on va dire. Vous avez quand même pas essayé de mettre une souris dans votre caisson? Non, vous le dites pas. Non, surtout pas. Les souris, c'est la spécialité du CBM et de l'INM. Ok, donc l'impression des lycéens, comment vous êtes entrés dans ce sujet? Peut-être un peu compliqué, mais j'ai l'impression que vous le maîtrisez, vous commencez à le maîtriser. Le titre, pour nous au départ, quand on a découvert le sujet de thèse, ça paraissait incompréhensible, hein, franchement, on va pas se le cacher pour nous. Mais il y avait le mot plasma et ça intéressait Nicolas, hein, ça l'intéressait. Il n'y a pas que moi qui étais intéressé. Hein. C'est la première fois que vous entendiez parler de ce mot-là? Non, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé vraiment à en parler, à le comprendre, à comprendre ce que c'était. Et voilà. D'accord. Voilà. Bon. Et la doctorante, comment a-t-elle pu gérer ce temps? Comment? J'ai pas écouté. Comment avez-vous pu gérer, partager ce temps entre expliquer aux étudiants et votre recherche propre, je veux dire? Alors là, je pense que déjà, la première chose, je devrais remercier quand même ma directrice de thèse, parce qu'elle a été très compréhensive. Donc quand j'avais besoin de travailler sur le projet édifice, elle m'a laissé le temps, elle m'a laissé assez libre. Elle nous a permis d'utiliser les moyens qui étaient disponibles sans aucun problème. Donc déjà, ça, j'ai eu quand même pas mal de soutien de sa part. Après, justement, je ne sais pas si vous avez un peu remarqué, c'était que la thèse, on pouvait justement la décliner en 3 mots-clés. Donc c'est ce qu'ils ont présenté au début. Donc c'est un peu pour ça qu'on est un peu sorti du sujet de thèse pour pouvoir faire des expériences qui étaient plus applicables, parce que le but, quand même, je trouvais que c'était qu'ils puissent, eux, sortir des conclusions, analyser les résultats et non pas simplement voir les résultats que moi je pourrais sortir et par exemple travailler là-dessus. Donc c'était un peu pour ça qu'on était sorti du sujet, mais tout en restant dans le même domaine. D'accord. Et ce que vous dites là, ça veut dire qu'il y a des directeurs de thèse qui ne sont pas aussi cool? J'en ai aucune idée, moi je parle juste de la mienne. Hein. Les autres, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je dis merci à la mienne, mais... D'accord. Merci encore de cette présentation et bon courage pour la suite.